Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine dédié à vos sorties et vos loisirs. Au sommaire de ce numéro, un week-end sportif avec le Palais des Sports de Plaisir qui accueille le temps d'un week-end les demi-finales de Twirling Bâton, discipline sportive mêlant gymnastique, danse et maniement d'un bâton. Pour la deuxième année consécutive, les enfants pourront s'essayer au Mud Day Kids, un parcours sportif composé d'obstacles et de courses. Et pour ceux qui seraient tentés par des activités nautiques, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines propose ce week-end une nouvelle activité, le paddle. Vous pourrez tester votre équilibre avec ce sport de glisse. Pour parler de ces rendez-vous de week-end en plateau, Jean-Baptiste Dupont, vice-président de la Ligue Île-de-France de Twirling Bâton en charge de l'organisation de l'épreuve, Pascal Quatrom, directeur du Mud Day, et Michael Chavardès, éducateur sportif de l'école de voile de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec le Twirling Bâton. Pendant 2 jours, je le disais, le public du Palais des Sports de Plaisir va pouvoir découvrir cette discipline. Ce sont les demi-finales nord-est et nord-ouest et c'est organisé par la Ligue Île-de-France. Jean-Baptiste Dupont, le Twirling Bâton est une épreuve qui mêle plusieurs disciplines. Eh bien oui, bonjour. Le Twirling Bâton, c'est à la fois de la danse, de la gymnastique et puis le maniement de bâton. Donc c'est un sport qui est encore très peu connu, qui se pratique simplement en gymnase. Et donc les demi-finales du championnat de France ce week-end à Plaisir, au Palais des Sports. Donc la moitié de la France, c'est le quart nord, est et est. Sud, on va dire plutôt, puisque l'ouest c'est de l'autre côté, ça sera en Bretagne. Donc ça va réunir à peu près entre 250 et 300 athlètes. Donc on attend à peu près entre 1200 et 1500 spectateurs sur le week-end. Vous disiez c'est peu connu, mais ça vient d'où le Twirling Bâton? Comment c'est arrivé en France? C'est arrivé en France dans les années 70 par un monsieur Bell qui a ramené un bâton à sa fille. Et tout a démarré un petit peu de là, puisque en même temps, en parallèle, il y avait un petit peu la Fédération française de majorette. Et bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le parallèle, c'est-à-dire qu'à partir de là, la discipline, le twirling bâton, s'est développée dans certains clubs où il existait déjà un petit peu le maniement du bâton. Voilà. Ça dépasse les majorettes, c'est vraiment, il y a le maniement du bâton, toute la dextérité, mais il y a toute la gym derrière, la prouesse technique aussi. Oui. Comme j'ai pu vous l'expliquer, la difficulté dans le twirling bâton aujourd'hui, quand j'ai dit il y a la discipline, la danse et la gym, la gymnastique, on sait très bien que la gymnastique au sol, aujourd'hui, les athlètes pratiquent la gymnastique sur un tapis, ce qu'on appelle un praticable de gym. Aujourd'hui, quand on regarde les athlètes chez nous, ils évoluent avec le sol du gymnase. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. Donc exécuter une souplesse sous un lancer ou un costal sans les mains et rattraper le bâton, c'est extrêmement compliqué et difficile. Vous le disiez, il y a plus de 200 participants, des filles, des garçons de tous les âges? Oui, absolument. On part du plus petit, c'est-à-dire, on va dire, les benjamines, jusqu'aux seniors. Donc on a toutes les catégories, en solo, en duo, en équipe. Donc les solistes, c'est seul. Les duos, ça peut être garçon-fille ou éventuellement que garçon, mais il y en a très peu. Et puis les équipes, donc on a des équipes de 6 à 8, des groupes de 10 à 15 ou des 15-20. Voilà. Donc en plus de la difficulté technique, il y a aussi toute la coordination. Quand on est 15 à 20, ça doit être un gros travail de préparation. Oui, parce qu'il faut être rigoureux. Les ensembles, le jury note effectivement à ce que tout le monde évolue en même temps, ensemble. Pas de chute, les échanges, donc c'est compliqué. Plus il y a d'athlètes, plus on multiplie les risques de chute. Donc oui, c'est très spectaculaire, c'est une discipline à voir absolument. On parle de demi-finale, donc ça doit être un rendez-vous important pour les athlètes. Oui, parce que là, on va voir la moitié de la France en partant de Marseille, en allant jusqu'à Lille. On a tous les jeunes qui ont pratiqué depuis le début de la saison les championnats départementaux, les régionaux, le quart de finale. Donc là, c'est les meilleurs qui restent. Oui, on arrive déjà à un niveau, mais c'est de la Nationale 2, c'est ça? Oui, c'est, on va dire, le niveau intermédiaire entre les débutants et puis tout ce qui est National 1 et élite, on peut comparer au football ou au basket. Voilà. Il y a les différents niveaux techniques. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un sport encore assez peu connu, et pourtant on trouve 12 clubs dans les Yvelines, dont certains sont sur Saint-Quentin en Yvelines. Oui, absolument. Il y a un club à Montigny, il y en a un à Plaisir, il y en a un à Maurepas, il y en a un à Trappes. Dans la circonscription, il y a pas mal de clubs. Il y a 12 clubs dans les Yvelines, et le département des Yvelines est un des 2 premiers départements en France avec le département de l'Isère. On a 600 licences à peu près. Et pour ce week-end, ceux qui voudraient venir, se déplacer, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont toutes les épreuves qu'on va pouvoir regarder?
Alors samedi, essentiellement, toutes les catégories solistes avec des duos. Et puis dimanche, on enchaînera avec le restant des catégories duos, plus tout ce qui est équipe et groupe. Voilà. Donc effectivement, il y a la possibilité de venir voir la compétition au Palais des Sports de Plaisir, Pierre de Coubertin. Alors, effectivement, l'entrée est payante avec un tarif préférentiel pour les licenciés et un autre tarif pour les non-licenciés. Et les gens qui seraient tentés de venir sur le week-end, il y a un tarif week-end. Voilà. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va conclure sur le twirling bâton. Merci Jean-Baptiste Dupont. Si vous souhaitez assister aux prouesses techniques et artistiques des twirlers, direction le Palais des Sports Pierre de Coubertin de Plaisir, samedi 7 et dimanche 8 mai. Jusqu'au 25 juillet, le Musée national de Port-Royal des Champs rend hommage à Rosa Bonheur, la célèbre peintre animalière du 19e siècle. 3 générations d'artistes ont pu développer leur art dans l'atelier Manicois qui a été acquis en 1865 par le frère Auguste et qui est maintenant la Maison des Bonheurs et une annexe de la mairie. L'exposition est exceptionnelle en France, la plupart des œuvres de Rosa Bonheur étant conservées à Londres ou au Metropolitan de New York, un sujet de Sephora Namani et Camille Lambert. Hommage à Rosa Bonheur et sa famille. Durant plus de 50 ans au XIXe siècle, 3 générations d'artistes dans la famille ont développé leur art, de la peinture animalière à la musique, dans la Maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux, acquise en 1865 pour y installer un atelier, devenu aujourd'hui annexe de la mairie. Le musée de Port-Royal des Champs leur consacre une exposition jusqu'au 25 juillet. Cette famille, dans son ensemble, a plusieurs talents. Et donc l'idée, c'est de confronter ces différents médiums artistiques, de voir comment ces différents médiums artistiques, finalement, créaient un art à partir d'inspirations communes, ce monde animalier qu'ils ont vraiment cherché à explorer sous toute cette forme. 70 peintures et sculptures sont exposées, certaines de la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur, souvent comparée de son temps à Jacques-Raymond Bracassa, d'autres de son père Raymond ou de son frère Auguste, et les sculptures de son frère Isidore. Un art familial tourné vers la nature et le monde animalier, avec une sensibilité pour le monde des pâturages et de la forêt. Un héritage du père, de Rosa Bonheur, proche de la peinture romantique. Ce qui est très intéressant chez eux, c'est qu'il y a un véritable intérêt pour les spécificités des animaux. Il y a vraiment la volonté de s'intéresser très spécifiquement à l'anatomie des animaux et avec ce côté un peu positiviste du 19e siècle, si vous voulez. Et par ailleurs, ils ont pu participer à l'illustration d'ouvrages scientifiques agricoles. Cette exposition est une première en France, la majorité des œuvres de Rosa Bonheur se trouvant à Londres ou au Metropolitan à New York. Pour la réaliser, le musée de Port-Royal a bénéficié de prêts du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, du musée de Fontainebleau et de différentes collections privées. Depuis jeudi, des valeureux testent leurs compétences et leurs limites physiques dans la boue lors du Mud Day. Depuis l'an dernier, le parcours du combattant s'adapte aussi aux plus jeunes avec le Mud Day Kids. Pascal Quatrom, vous êtes le directeur du Mud Day, je disais tout à l'heure, mais pourquoi avoir adapté le concept aux plus jeunes? Sous la pression des parents, de nombreux parents nous demandaient à ce que leurs enfants puissent salir dans la boue sans être disputés. Donc on a exaucé leurs vœux. Depuis l'année dernière, les Mud Kids peuvent évoluer eux aussi dans la boue. Et ça se passe comme les adultes? Il n'y a pas que la boue? Alors on a adapté bien sûr le parcours aux enfants. Donc c'est un parcours de 500 mètres qu'ils vont pouvoir faire plusieurs fois. Il y aura 7 obstacles qui ressemblent énormément à ceux des grands. Et bien sûr tout en sécurité et tout en amusement. Ils pourront le refaire plusieurs fois, mais peut-être qu'à un moment, il faudra les stopper. Les enfants, ils n'arrivent pas toujours à se contrôler des fois. Oui, alors il y a les parents qui seront là, donc ils pourront les arrêter quand ils veulent. Nous, on les laisse s'amuser. Ils vont pouvoir courir pendant 20 minutes en fonction de leur âge. Et ils auront tous une médaille à la fin et plein de petits cadeaux. Ils sont encadrés quand même, il y a peut-être un petit échauffement au début pour éviter de les lâcher comme ça. Oui, il y a un entraînement comme les adultes, un petit peu guerrier, où on les fait crier. Les parents aussi ont le droit de s'échauffer avec eux. Les parents vont les suivre sur le parcours, ils vont courir à côté, ils vont prendre des photos, ils vont les encourager. Il y a beaucoup de public aussi qui vient nombreux pour les encourager, donc voilà, c'est un petit peu le moment star des enfants. Quel type d'obstacles ils vont devoir franchir? Ramper, grimper, sauter? Tout à fait, vous avez un petit peu tout cité. Ils vont bien sûr ramper dans des tuyaux avec de la boue à l'intérieur. Ils vont devoir franchir une palissade. Ils vont devoir porter des petits sacs de gravier, bien sûr pas trop lourds en fonction de leur âge. Voilà, un petit peu comme les grands finalement.
Vous appuyez sur l'âge, il y a quand même peut-être des limites? Oui, alors c'est pour les enfants de 7 à 11 ans et finalement les enfants qui sont nés entre 2004 et 2009. Il faut avoir une certaine condition physique peut-être quand même? Non, pour les adultes, oui, il en faut une certaine, mais pour les enfants, non. N'importe quel enfant peut prendre du plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de limite de temps. Il pourra prendre le temps qu'il veut pour s'amuser et prendre du plaisir. Les enfants doivent être accompagnés des parents, mais sur le terrain, comment ça se passe? Les parents les suivent ou il y a quand même des animateurs qui sont là pour aider pour voir si... Oui, oui, il y a un gros staff. Il y a une trentaine de personnes qui encadrent ces vagues de 40 à 50 enfants. Mais on ne peut pas empêcher les parents de courir à côté, de les prendre en photo et de les suivre. Et encore une fois, comme ce n'est pas une compétition et que tout le monde est là pour s'amuser, les parents peuvent courir à côté. Vous parlez de vagues, c'est comme les adultes, il y a des départs différés quand même pour éviter que tout le monde soit sur le terrain au même moment? Tout à fait, pour que le passage des obstacles se fasse dans la meilleure sécurité possible, que ce soit très fluide. Il y a des vagues toutes les 20 minutes de 50 enfants qui partent. Pour les adultes, c'est 400 adultes qui partent toutes les 20 minutes. Pour les enfants, c'est 50. Histoire de restreindre un petit peu. Oui, d'avoir un minimum de risque. S'ils sont trop nombreux, ils peuvent se pousser. Sachant que les enfants, dès cet âge-là, cèdent. Les adultes s'entraident et sont obligés de s'entraider, mais même les enfants cèdent. C'est le début de la vie à obstacles. Il faut s'entraider. Voilà, on fait un rapprochement entre la vie et la course à obstacles. Il faut que dès cet âge, ils apprennent la solidarité. Et pour le coup, les modes des kids, Ifrochut servent à ça. C'est ça aussi, le mode c'est dépasser la simple épreuve sportive. Finalement, on a l'image du combattant, de la boue, mais il y a aussi ça, c'est l'entraide, c'est développer ça aussi chez les enfants dès leur plus jeune âge. Oui, là, par exemple, pour les adultes, on a 90% des participants qui viennent en équipe de 4, vraiment pour développer la solidarité, pour dépasser, certes, leur capacité physique, mais surtout mentale. Voilà, donc on essaye un petit peu d'adopter ça pour les enfants. Ils ne courent pas en équipe, mais ils courent de manière individuelle. Ils sont encore un petit peu très solitaires, les enfants de cet âge-là. Mais au fur et à mesure, ils apprendront que pour franchir des obstacles dans la vie, on a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des recommandations quand même, peut-être physiques, présenter un certificat médical? Non, pour les adultes, oui, un certificat médical, parce qu'il y a quand même des parties de natation un petit peu importantes, donc il faut avoir un certificat médical aptitude à la compétition. Pour les enfants, non, uniquement la présence des enfants. Encore une fois, il n'y a aucun danger pour les enfants. Il y a eu 2000 jeunes qui ont participé au Mud Day l'année dernière. Il n'y a eu aucun souci. Et cette année, on en attend 3000. On espère qu'il n'y aura aucun souci, mais il y a très peu de risques pour les enfants. Vraiment que de l'amusement. Pour les plus jeunes qui seraient intéressés, on peut toujours s'inscrire? Oui, alors les inscriptions sont clôturées sur Internet, mais on ne peut pas résister à la pression des parents et des enfants qui viendront, donc on pourra prendre des inscriptions sur place, bien sûr. Et le premier départ étant aux alentours de 10 h, il faut arriver... Quels sont les conseils au niveau des horaires? Alors les premières vagues, de toute façon, sont occupées. Les gens qui ne sont pas encore inscrits, je leur conseille de venir vers 10 h, 11 h, effectivement, pour s'inscrire et pour pouvoir partir vers 13 h, 14 h. Voilà, donc il faut venir vers 11 h sur le camp de Ben. Merci Pascal Catron d'être venu en plateau. Le Mud Day Kids, c'est du samedi 7 mai, commence à 10 h. On le disait, rendez-vous au camp militaire de Frileuse à Ben, entraînés, équipés et surtout très motivés. On prend maintenant la direction du pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Comme chaque semaine, les libraires vous donnent une idée lecture. Pour ce week-end, Laurent Garin vous invite à lire Le chien est une personne de Philippe Hoffmann. On l'écoute. Alors bonjour Pauline, aujourd'hui j'ai lu pour toi Le chien est une personne de Philippe Hoffmann, qui est un psychologue clinicien et qui nous explique le rôle et la position du chien dans une famille et dans le cheminement de la personne. Alors il passe en revue de l'enfance, donc de la naissance, de l'apparition du chien dans la famille jusqu'à l'adolescence, en passant toutes les étapes, le deuil et la construction de l'homme. Et donc sa position du chien, qui n'est pas qu'un animal et qui fait partie, qui a un rôle assez prépondérant dans la famille. Et est-ce que c'est un ouvrage accessible ou c'est vraiment un ouvrage de psychologue clinicien? Non, pas du tout. Non, c'est un ouvrage très accessible qui prend plein d'exemples concrets. Alors, en fait, chaque début de chapitre, donc il passe en revue comme ça la vie des personnes. Chaque début de chapitre, c'est un exemple vraiment concret où il cite, voilà, soit c'est un petit bébé qui découvre l'arrivée d'un chien dans sa famille, soit c'est une personne qui a eu un deuil et qui va être accompagné par un chien, soit c'est un aveugle qui doit former son chien. Enfin, c'est donc que des petits exemples concrets. D'accord. Et ils discutent tout autour de cet exemple. Et Voilà. donc c'est plutôt à destination de gens qui ont déjà un chien ou ça peut être accessible aux gens qui se posent des questions justement sur la relation de l'homme et du chien? Je pense que ça peut être très utile pour les personnes qui ont déjà un chien, voilà, pour vraiment situer à quoi ça sert d'avoir un chien. Et pour les personnes aussi qui veulent découvrir l'animal, mais pas que l'animal, et finalement de cette position du membre à part entière dans la famille. Voilà.
Du côté de l'île des loisirs, l'école de voile propose dès ce week-end une nouvelle activité, du paddle, une discipline de glisse nautique où l'équilibre a toute sa place. Mickaël Chavardez, qu'est-ce que le paddle déjà? Alors, le paddle, en français, c'est debout sur une planche, tout simplement. Donc debout sur une planche et on pagaie. Donc on travaille l'équilibre, on a la possibilité d'être sur l'eau, au calme, et ça change un peu du kayak, quoi. Pourquoi proposer une telle activité? Parce qu'on ne voit pas beaucoup, c'est surtout la mer en général, le paddle. Alors c'est un effet de mode, bien sûr. On est obligé de suivre le mouvement. Donc tout ce qui vient d'Hawaï, c'est les précurseurs. Donc nous, on s'adapte et on propose. Et c'est aussi une demande de la clientèle. Vous le disiez, il faut un bon équilibre. C'est compliqué d'en faire ou la prise en main est quand même assez rapide? Non, c'est une prise en main très rapide. Au bout de 10 minutes, on s'en sort très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est accessible à tout le monde? Accessible à tout le monde, bien sûr. Les enfants, les adultes? Les enfants à partir de 7-8 ans. Voilà. Après les adultes, oui, il faut être en forme physique quand même. Juste peut-être une consigne, je pense que c'est sur l'eau, il faut quand même savoir nager. Il faut savoir nager, même si on a un gilet, il faut savoir nager. Et comment ça se passe? Les gens viennent à l'école de voile, demandent à louent une planche, comment ça se Alors, passe? pour l'instant, on est en partie location. Après, on va essayer de développer, selon la demande, des initiations et des balades sur le tour de l'étang avec visite de la réserve naturelle aussi. Et on propose aussi une autre activité qui, j'espère, va marcher, qui est le paddle fitness. Voilà. Qui là alliera l'équilibre et la souplesse. Et la souplesse et l'entretien physique. À l'image, on le voyait, c'est donc la planche, on est tout seul, mais il y a le moyen de le faire en groupe aussi? Alors on a possibilité de le faire en groupe parce qu'on a 2 planches qui sont faites pour 8 personnes. Donc que ce soit adulte, même 10 enfants dessus. Donc c'est 2 énormes paddles géants en fait. Et c'est très sympa. Donc là, il faudra bien se coordonner, je pense. Là, il faut être coordonné, ouais. En général, ça finit à l'eau, mais... L'école de voile, c'est pas seulement le paddle, là c'est la nouveauté, mais il y a aussi de nombreuses activités. Les beaux jours sont revenus, la chaleur est revenue surtout. Enfin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dès ce week-end? Alors ça y est, nous on a commencé hier, donc location des canoës, des kayaks, des planches à voile, du catamaran, du dériveur bien sûr. Donc toutes ces activités sont en location et aussi on a des stages prévus sur les week-ends, sur les mercredis et en soirée certaines fois. Pour toutes ces activités, il est conseillé de réserver ou de venir à l'école de voile pour en louer? Pour la location, on ne réserve pas. On vient, en général, il y a assez de matériel pour tout le monde. Il n'y a pas de temps d'attente, voilà. Et c'est en plus du tarif d'entrée de l'île? C'est en plus du tarif d'entrée de l'île. Okay. Merci beaucoup, Mickaël Chavardez. Pour ceux qui voudraient tenter le paddle, votre équilibre, vous pouvez aller à l'école de voile. On reste à l'île de loisirs, mais cette fois, on va du côté de la réserve naturelle, puisque le samedi 7 mai, elle ouvre ses portes à tous les amoureux de la nature. L'occasion de découvrir la faune protégée de la réserve et tout particulièrement les oiseaux nicheurs. L'entrée est libre de 8h30 à 13h30. Écoutez Joanne Anglade-Garnier, c'est la conservatrice de la réserve. Au mois de mai, en fait, c'est la saison des amours, c'est-à-dire qu'en fait, les parades ont encore lieu ou ont déjà eu lieu. Les mâles et les femelles sont donc en couple, les nids sont formés, on attend les jeunes et voir, il peut y avoir des premiers jeunes qui sont là. On peut voir les oiseaux nicheurs sur le site, donc on peut voir les grèbes huppées, les foulques. Après, là, il y a des beaux passages d'oiseaux migrateurs, donc il peut y avoir des chevaliers gambettes, il peut y avoir des chevaliers téminques, enfin il peut y avoir différents oiseaux qu'on appelle les limicoles qui viennent en escale de migration. On continue notre 7-8 week-end, l'émission dédiée aux sorties et aux loisirs avec la page cinéma. Cette semaine, Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École vous invite à découvrir Triple Nine. Alors le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est un film de John Hillcoat, un réalisateur australien à qui on doit La Route, The Proposition, Des Hommes sans loi. Là, il nous arrive avec un film de gangster dans le Atlanta d'aujourd'hui, un film très moderne, très dans le réel d'aujourd'hui, et un film qu'on compare au Hit de Michael Mann, qui est quand même probablement le must de ce qu'on a pu faire en film de braquage.
Alors, ce film nous raconte l'histoire de deux groupes plus ou moins entremêlés, un groupe de braqueurs, un groupe de flics. Les flics ont introduit une taupe chez les braqueurs, mais en même temps, les braqueurs ont aussi des taupes chez les flics. Donc il y a comme ça une sorte de mélange entre ces deux groupes, pas forcément très très simple à comprendre, mais en tout cas on entre comme ça dans une aventure absolument folle qui dure 2 heures, qui s'arrête absolument jamais. On a affaire à Casey Affleck, un jeune type plein de promesses, à Woody Harrelson, un vieux type toujours plein de promesses, à Kate Winslet, qui est une très très grande actrice, et à Gal Gadot, qu'on a vu récemment dans le rôle de Wonder Woman. Ton boulot, être plus monstrueux que le monstre. Et rentrer à la maison à la fin de la nuit. Il n'y a aucune limite à ce qu'un homme désespéré peut faire quand il est piégé. Ce film, on le présente ici ce week-end en version française, samedi à 18h15, en version originale, dimanche à 20h30, à des tarifs toujours aussi accessibles. J'espère que vous auriez la curiosité de venir voir ce petit chef-d'œuvre. À bientôt dans nos salles. On poursuit notre page cinéma avec vos avis sur les sorties de la semaine. Camille Lambert et Guillaume Lesquer sont allés à votre rencontre. Les dialogues sont formidables. C'est à la fois drôle, c'est émouvant, ça délivre un message qui est évident sur la différence. C'est drôle, c'est émouvant. Non, c'est bien, c'est vraiment bien. C'était bien, c'était romantique, voilà. J'ai aimé quand Violetta, elle a chanté et c'était très marrant et triste. Alors je suis allée voir Eddie the Eagle, j'ai trouvé ça vraiment un film frais, hyper agréable. En plus il y a Hugh Jackman, donc c'est un de mes feux, je suis carrément fan. Et non, c'est vraiment drôle, j'ai passé un excellent moment, vraiment très bon moment. Pour les amateurs de métal, l'association Métassos de Voisins-le-Bretonneux organise le festival Metal Open Sphere, 2 jours de concerts. Ça commence dès ce soir, vendredi 6 mai, au Café de la Plage de Maurepas à 20h. On écoute Pierre-Michel Planchon, il est le coordinateur de l'association et ce sera suivi d'un extrait de Derinonde qui jouera à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux le samedi 7 mai. L'idée de proposer un événement assez marquant durant cette saison, autour de l'esthétique métal. On voulait une programmation plutôt éclectique dans le genre, très ouvert, d'où le open. C'est quand même le métal, c'est un style où il y a plein de sous-genres, de pas mal de choses. Donc on voulait que ce soit assez représentatif d'une idée d'ouverture, un peu de fraternité entre les différentes choses. C'est ça l'idée. Avant de nous quitter, un dernier rendez-vous à destination des enfants dès l'âge de 10 ans. La conteuse Praline Guépara les invite à entrer dans le petit théâtre ambulant d'une caravane rouge pour découvrir la mémoire des lieux. On regarde un extrait. De toute façon, on n'aura plus jamais le grand silence d'avant. C'est irréversible. Et ça se passera au centre social du Pont du Rotoir, à l'espace Yves Montand, et c'est Praline Guépara qui vous recevra. Pensez à réserver, c'est fortement conseillé. Le 7-8 Week-end est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Sephora Namani qui, elle, vous présentera des idées sorties et loisirs. Moi, de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end.